Je savais déjà que mon mariage était terminé avant même de découvrir avec qui ma femme m'avait trompé. Le choc n'a pas été la trahison. Le choc a été de comprendre que pendant une seule nuit, elle avait détruit 12 ans sans même s'en souvenir clairement. Et que moi, je me rappellerai chaque détail jusqu'à la fin. Si tu crois que cette histoire parle de colère ou de vengeance, tu te trompes. Elle parle de ce moment glacial où tout s'arrête à l'intérieur et où tu comprends que la vie que tu protégeais n'existe plus. Pendant 12 ans, j'ai cru que la stabilité était une forme de luxe discret, quelque chose de calme et rassurant. Nous avions des routines solides. Le café du matin, pendant que notre fils Lucas râlait contre ses céréales, des agendas partagés, des blagues privées incompréhensibles pour les autres. Nous n'étions pas des gens bruyants ni excessifs. Nous avions de bons emplois, une maison qui portait les traces de notre vie, et un avenir tellement prévisible que je le trouvais apaisant. Je pensais que la vraie réussite, c'était justement d'avoir cessé de courir après le chaos. Ma femme. Camille riait à mes blagues, levait les yeux au ciel quand j'expliquais trop longtemps les choses. Elle disait souvent que j'étais son refuge, son endroit sûr, et je la croyais, parce que je l'étais vraiment. Puis l'anniversaire est arrivé presque par hasard. Une collègue de Camille fêtait ses 30 ans. Une salle louée en centre-ville. De la musique assez forte pour faire semblant d'avoir encore 20 ans. Camille m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle y aille seule, parce que les conjoints ne venaient pas vraiment. Je n'ai pas hésité. La confiance rend ce genre de choses simples. Je l'ai embrassée. Je lui ai souhaité de s'amuser. Je suis resté à la maison avec Lucas. On a essayé de construire quelque chose qui ne ressemblait absolument pas au modèle sur la boîte. Et je me souviens avoir pensé que le bonheur ressemblait exactement à ça, quand personne ne jouait un rôle. Camille est rentrée tard. Pas ivre, pas bruyante, juste silencieuse d'une manière étrange, déplacée. Elle sentait un parfum qui n'était pas le sien, mélangé au sien. Je l'ai remarqué mais je n'ai rien dit. La vie de couple t'apprend à choisir tes batailles. Sauf que celle-ci comptait. Je ne le savais juste pas encore. Elle s'est couchée sans notre discussion habituelle sur rien d'important. Et moi, je suis resté éveillé, à fixer le plafond, avec l'impression d'être un invité dans ma propre maison. La distance n'est pas arrivée comme une explosion. Elle s'est installée doucement. Camille a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle ne me touchait plus en passant. Son téléphone est devenu un objet qu'elle protégeait comme un journal intime. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas, elle parlait de fatigue, de stress, de travail, des raisons crédibles qui, mises bout à bout, ont fini par former un mur. J'ai essayé de réparer comme quelqu'un de rationnel. Discussion, patience, espace. Je me suis même accusé en silence parce que c'était plus simple que de douter d'elle. Une semaine plus tard, la vérité m'a trouvé sans effort. Pas en fouillant ni en confrontant, mais par pur hasard. Les photos de l'anniversaire sont apparues sur les réseaux. Des sourires figés dans des moments qu'il croyait anodins. Et sur l'une d'elles, je l'ai vue en arrière-plan, trop proche d'un homme qui n'était pas moi. Ça m'imposait là où l'habitude n'a rien à faire. Mon cœur s'est serré, mais mon esprit est resté calme, étrangement calme. J'ai attendu qu'elle rentre. Quand je lui ai demandé, elle n'a pas nié. Elle s'est effondrée en larmes, comme quelqu'un qui retenait son souffle depuis trop longtemps. Les excuses sont sorties vite et maladroitement. Une erreur, ça ne voulait rien dire. Elle avait peur de me perdre. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Elle pleurait parce qu'elle avait été découverte, pas parce que c'était arrivé. Et dans ce silence-là, quelque chose en moi s'est redressé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste senti le poids de 12 ans devenir quelque chose que je ne pouvais plus porter. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Elle a voulu me toucher, et j'ai reculé, non par colère, mais par lucidité. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que toute la semaine. Pas parce que j'allais bien, mais parce que je savais enfin ce qui n'allait pas. Et comprendre change tout. Le lendemain matin, j'ai fait des pancakes pour Lucas comme si c'était un samedi ordinaire. Parce que les enfants ne méritent pas de se réveiller au milieu des catastrophes d'adultes. Camille était assise à la table, le visage épuisé, comme si elle n'avait pas fermé l'œil. Elle a essayé de parler, et je lui ai dit calmement pas devant lui. Elle a hoché la tête trop vite, comme quelqu'un prêt à accepter n'importe quoi pour rester dans la pièce. Et je me suis surpris à penser qu'une semaine plus tôt, j'aurais pris sa main sans réfléchir. Alors que maintenant, l'idée même de la toucher donnait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Quand Lucas est parti dans sa chambre, je me suis assis en face d'elle. Elle a recommencé avec les mêmes mots. Erreur, rien, pardon. Et je l'ai arrêté doucement. Je n'ai posé qu'une seule question. Pourquoi es-tu rentrée distante avant même que je sache ? Elle a fixé la table, comme si elle pouvait y trouver une réponse. Puis, elle a murmuré qu'elle se détestait, que la soirée était devenue bruyante, que tout le monde plaisantait sur la liberté, la jeunesse, l'absence de conséquences.
qu'il y avait de l'alcool, des jeux stupides, du flirt. Elle a dit qu'elle s'était sentie regardée, vue, comme depuis longtemps elle ne l'était plus. Et cette phrase a frappé comme une lame discrète. Pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle était banale. C'était le genre d'excuse qu'on utilise pour faire passer ses choix pour un accident météorologique, inévitable. Temporaire, pas une décision. Je lui ai demandé qui c'était. Elle a hésité. Et cette hésitation m'a appris plus que le prénom lui-même. Quand elle l'a finalement dit, je l'ai reconnu immédiatement. Parce qu'elle l'avait déjà mentionné. Un collègue drôle, serviable, toujours avec des donuts au bureau. Un homme assis depuis des mois en arrière-plan de notre vie comme une clé de secours. Je n'ai pas réagi. J'ai juste hoché la tête, comme si elle me parlait de la météo. Elle s'est penchée vers moi en jurant que ça n'avait eu lieu qu'une seule fois, qu'elle me suppliait de la croire. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de simple et glacial. Même une seule fois, c'était suffisant. Parce que je ne comptais pas les actes, je mesurais la volonté. Elle m'a demandé ce que je voulais qu'elle fasse. Elle a parlé de thérapie, de quitter son travail, de tout ce qui ressemblait à un effort désespéré. Je l'ai regardée négocier avec sa peur. Et ça aurait presque été triste, si ce n'était pas arrivé trop tard. Je lui ai dit que je ne deviendrais pas un homme qui surveille un téléphone ou qui demande des preuves de loyauté. Que j'aimais la version de nous d'avant cette semaine. Mais que je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu ni ce qu'elle avait fait. Puis elle a prononcé la phrase, qui a vidé la pièce de son air. Elle a dit que je n'étais pas juste, que tout le monde fait des erreurs, que je jetais 12 ans pour une nuit. Et l'absurdité de ces mots m'a presque fait sourire. Comme si la fidélité était un détail négociable. Je lui ai répondu que je ne jetais pas 12 ans, que je refusais de jeter le reste de ma vie, que vivre avec elle, ce serait vivre avec un point d'interrogation, et que je ne construis pas de maison avec des points d'interrogation. Elle a recommencé à pleurer, et à parler de Lucas. Et pour la première fois, j'ai senti la chaleur monter. Pas celle qui explose, celle qui avertit. Je lui ai dit de ne pas l'utiliser comme un bouclier, qu'il méritait 2 parents honnêtes, sous un toit ou sous 2. Elle m'a regardé, comme si elle ne me reconnaissait plus, et c'était très bien comme ça. Moi non plus, je ne la reconnaissais plus. Les jours suivants, nous avons commencé à nous déplacer dans la maison, comme 2 inconnus polis dans une salle d'attente. Tout était normal en surface pour Lucas. L'école, les devoirs, les histoires du soir. Mais entre Camille et moi, chaque silence était lourd. Elle essayait souvent de glisser des conversations, des excuses, des souvenirs, n'importe quoi pour recoller le passé au présent. Et moi, je choisissais le silence, parce que j'avais peur qu'en parlant trop, je commence à négocier avec mes propres limites. Et je m'étais fait une promesse, la nuit où j'avais enfin bien dormi. Je ne supplierai jamais pour le respect de base. Le mercredi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. 3 lignes, seulement. Désolé. Je ne savais pas qu'elle était mariée et heureuse. Je ne serais jamais allé aussi loin. Sinon, s'il te plaît, ne viens pas à mon travail. Mes mains sont devenues froides, parce que le message n'avait pas de sens au début. Puis, tout s'est mis en place. Cet homme savait exactement qui j'étais. Ce qui voulait dire que Camille avait parlé de moi. Que je n'étais pas une silhouette abstraite. Et là j'ai compris que la soirée n'était que la surface. Le vrai problème était ce qui l'avait précédé et ce qui continuait encore. Je n'ai pas répondu. Pas par choc, mais parce que je voulais comprendre pourquoi ce message existait. Les vrais accidents ne s'excusent pas auprès d'inconnus. Ils disparaissent. Ce message ressemblait à du contrôle des dégâts. J'ai sauvegardé le numéro et j'ai continué ma journée. Réunion, mail, sourires automatiques. Il y a un calme étrange qui arrive quand une décision commence à se former, même si elle n'est pas encore prononcée. Le soir, je lui ai demandé s'il y avait autre chose que je devais savoir. J'ai parlé doucement. Le ton qui invite à la vérité ou met fin à la discussion, elle s'est figée une fraction de seconde, largement suffisante. Puis elle a dit non avec trop d'assurance. Je ne me suis pas disputé. J'ai simplement dit que quelqu'un m'avait contacté. Son visage s'est vidé de toute couleur. Elle a demandé qui. J'ai répondu que ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était qu'il me connaissait. Elle s'est assise lentement, comme si ses jambes avaient cédé. Elle a alors avoué qu'il parlait, depuis des semaines avant la soirée. Rien de physique selon elle. Juste des messages, des plaisanteries, des plaintes sur le travail, sur la fatigue, sur le fait de se sentir invisible parfois. Et tout s'est emboîté. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une série de petites décisions soigneusement alignées. Elle a dit que la soirée avait été la première fois seule ensemble, que tout était allé trop vite, qu'elle avait paniqué après, qu'elle ne savait pas comment me le dire. Je croyais sa peur, mais la peur n'efface pas les choix. Je lui ai demandé pourquoi elle continuait après. Elle a dit qu'elle ne continuait pas. Alors j'ai posé mon téléphone sur la table, calmement, comme une pièce à conviction,
Elle a fixé l'écran longtemps avant de murmurer qu'il s'était excusé et qu'elle lui avait demandé de ne plus jamais la contacter. Qu'elle ne m'avait rien dit pour ne pas aggraver les choses. Et j'ai compris à quel point cacher la vérité ne la rend jamais plus légère. Cette nuit-là, je suis parti conduire sans destination, sans musique, seulement les lampadaires et mes pensées. Je n'essayais pas de me faire du mal. Je vérifiais juste si j'avais ignoré des fissures, des absences, des retards, tout ce qui à l'époque ressemblait simplement à la vie adulte. Et c'est ça qui m'a le plus effrayé. À quel point la trahison peut porter le masque du quotidien? Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Pas par vengeance, ni par envie de conflit, mais parce que la clarté me semblait plus sûre que l'espoir. Quand la confiance est morte, il a parlé calmement. Des options, des délais, de la garde, de coopération, de respect. Des mots propres qui rendaient la situation presque irréelle. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas du bonheur, mais la fin de l'hésitation. Quand j'ai annoncé à Camille que je lançais une procédure de divorce, elle s'est effondrée d'une manière définitive. Pas théâtrale. Elle m'a supplié de reconsidérer, à parler de reconstruction, de passer sa vie à me prouver quelque chose. Et je lui ai dit doucement que reconstruire ne fonctionne que quand les fondations existent encore. Les nôtres étaient fissurées de part en part. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, mais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Et que sans confiance, l'amour devient un travail sans pause. Elle m'a accusé d'être froid, d'abandonner trop vite, d'agir comme si j'étais supérieur. Et cette colère-là était la première émotion honnête depuis des jours. Je lui ai répondu que je n'étais pas meilleur, seulement plus lucide, que je ne la punissais pas, que je me choisissais. Et le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute. Nous avons décidé de parler à Lucas ensemble, simplement, sans détail, lui dire que nous l'aimions et que certaines choses allaient changer, mais que nous serions toujours ses parents. Quand il a demandé si c'était de sa faute, mon cœur s'est brisé, pour la première fois, depuis le début. Je lui ai dit « Non, jamais, pas une seconde ». Je l'ai serré contre moi, et j'ai senti quelque chose de solide revenir. Une raison claire. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, en regardant le plafond sombre. Je ne me sentais pas comme un homme qui avait tout perdu, mais comme quelqu'un qui avait cessé de se mentir. Les jours suivants ont avancé vite et lentement à la fois. Les papiers progressaient, pendant que les émotions traînaient. Camille remplissait des cartons qu'elle étiquetait soigneusement, comme si les mots pouvaient contrôler l'issue. Je la regardais enfermée 12 ans, dans du carton et du ruban, sans ressentir la panique que j'aurais imaginée. Seulement une stabilité étrange. Nous ne parlions que de logistique, de Lucas, de factures, un terrain neutre où les sentiments n'avaient pas le droit d'errer. Certains amis ont appelé, d'autres ont donné des conseils sur le pardon, sur les phases du couple. Et j'écoutais poliment en pensant à quel point il est facile d'être généreux, quand ta propre confiance n'a pas été touchée. Camille oscillait entre espoir et amertume. Un jour, elle laissait des mots sur le frigo, préparait mes plats préférés, parlait du futur par réflexe. Le lendemain, elle devenait distante et tranchante, m'accusant d'avoir déjà tourné la page. Et peut-être qu'elle avait raison, pas parce que j'avais quelqu'un d'autre, mais parce que mon esprit avait accepté une vérité que mon cœur rattrapait lentement. Au travail, je me suis surpris à être plus concentré que depuis des mois. La douleur avait réduit le bruit inutile. Les décisions semblaient simples, nettes. Un collègue m'a dit que je paraissais plus calme, et j'ai presque ri. Le calme arrive quand on arrête de défendre une illusion. La vraie épreuve est venue lors de notre première discussion sur la garde de Lucas, assis face à face avec un médiateur, parler des jours de la semaine comme de pièces d'un puzzle. Camille pleurait. Je restais posé, pas par indifférence, mais parce que je refusais que notre fils paye le prix de nos erreurs. J'ai proposé de la souplesse, de la constance, des routines claires. Elle a accepté en silence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une forme de respect revenir. Pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour la façon dont nous gérions l'après. Plus tard, elle m'a dit qu'elle détestait que je sois raisonnable. Que ça la faisait se sentir comme la méchante d'une histoire qu'elle ne reconnaissait pas. Je lui ai répondu que ce n'était pas une histoire de méchant, mais de conséquences. Et le silence qui a suivi était différent, plus léger, comme après un orage. J'ai commencé à imaginer ma vie seule, sans peur, avec curiosité. Des matins sans tension, des soirées sans questions non dites, une maison honnête. L'idée ne me faisait pas peur, elle manquerait. Et j'ai compris que ma décision n'était plus guidée par la douleur, mais par le respect de moi-même. La veille de son départ, elle m'a demandé si je lui pardonnerais un jour. J'ai réfléchi avant de répondre. Je lui ai dit que le pardon n'est pas une porte qu'on force, que peut-être un jour oui, mais que pardonner ne veut pas dire revenir en arrière. Elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui comprend les règles trop tard, quand la porte s'est refermée derrière elle.
L'appartement était silencieux, mais pas vide. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas encore la liberté. C'était une direction. Et parfois la direction est plus puissante que tout le reste. La vie après son départ n'a pas commencé avec un sentiment de victoire ou de soulagement spectaculaire. Elle a commencé avec le silence. Un silence honnête qui te force à entendre ta propre respiration. Lucas s'est adapté plus vite que je ne l'aurais cru. Les enfants sont solides quand les adultes sont cohérents. Nous avons créé de nouvelles habitudes, différentes. Les trajets à pied, jusqu'à l'école. Des dîners simples. Des week-ends, sans tension ni négociation d'humeur. Et peu à peu, l'appartement a cessé d'être un lieu de transition pour redevenir un endroit réel. Camille appelait souvent au début. Parfois pour Lucas, parfois pour rien de vraiment important. Je gardais les échanges courts et respectueux. Les limites ne sont pas des murs, mais des portes que l'on choisit d'ouvrir ou non. Elle essayait de replonger dans les souvenirs, de rire de nos anciennes blagues, et je redirigeais doucement, chaque fois, non par punition, mais parce que la nostalgie est un piège quand on essaie d'avancer. Un après-midi, elle m'a demandé si je voyais quelqu'un. La question était posée légèrement, mais la tension était lourde. J'ai répondu non, parce que c'était la vérité, et aussi parce que ma vie ne me semblait pas vide, sans remplaçante. Ça l'a déstabilisée, comme si elle s'attendait à ce que je comble le vide immédiatement. J'ai compris alors que certains mesurent la guérison à la vitesse de la distraction. Moi, je la mesurais au calme que je ressentais seul. Le collègue est revenu indirectement dans l'histoire. Pas par un message direct, mais par une connaissance commune, disant qu'il se sentait mal et voulait s'excuser correctement. J'ai refusé, sans hésiter. La clôture ne nécessite pas toujours une conversation. Parfois, la réponse la plus saine est le silence. Je n'avais aucun intérêt à entendre sa version. Elle n'aurait rien apporté à ma vie. Les amis ont commencé à m'inviter davantage. Des dîners, des soirées simples, pas par pitié mais naturellement. Et ça m'a rappelé que je n'étais pas défini par mon mariage. Je riais plus que prévu. Pas parce que tout allait bien, mais parce que rire est plus facile quand on n'enterre plus la vérité. Un soir, Lucas m'a demandé si j'étais triste. Je lui ai dit oui parfois. Mais que triste ne veut pas dire cassé. Je lui ai dit que les émotions sont comme la météo. Elles passent. Il a hoché la tête, comme si c'était évident. Il m'a dit qu'il aimait nos nouvelles soirées cinéma. Et à ce moment-là, j'ai su que nous irions bien. Pas parfaitement, mais bien. Camille a eu plus de mal avec le temps. Non à cause des aspects pratiques, mais parce que la réalité s'installait. Elle a compris que je n'attendais pas, que je n'espérais pas un retour, que je construisais quelque chose de nouveau, même si c'était silencieux et intérieur. Elle m'a accusé une fois d'avoir tourné la page trop vite émotionnellement. Je lui ai dit que j'avais commencé à avancer, le jour où j'avais compris la vérité. Que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de froid, mais quelqu'un d'honnête. Quelques semaines plus tard, elle est passée à l'improviste pour déposer quelque chose que Lucas avait oublié. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, regardant autour d'elle, comme dans un musée d'une vie qui n'était plus la sienne. Elle a dit que l'endroit semblait plus léger. Je n'ai pas contredit. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Puis elle est partie, sans rien ajouter. Et j'ai su que quelque chose venait de se fermer définitivement. Après son départ, j'ai beaucoup réfléchi à la facilité avec laquelle j'avais failli négocier avec moi-même, accepter une version de l'amour qui exige surveillance et doute permanent. Et j'ai ressenti une gratitude calme d'avoir choisi autrement. Pas parce que c'était simple, mais parce que c'était propre. La trahison ne détruit pas toujours. Parfois, elle affine. Elle oblige à décider ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et cette décision te suit bien après que la douleur s'efface. Je ne me sentais ni seul, ni amer. Je me sentais ancré, clair. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que ma vie n'était plus quelque chose qui m'arrivait, mais quelque chose que je construisais consciemment. Le temps a fait ce que les discussions ne pouvaient pas faire. Il a adouci les angles, sans effacer la leçon. Les semaines sont devenues des mois. L'histoire a cessé de tourner en boucle dans ma tête, non parce que j'avais oublié, mais parce que je n'avais plus besoin de comprendre davantage. Camille et moi avons trouvé un équilibre fonctionnel pour Lucas. Échanges respectueux, limites nettes, aucun débris émotionnel laissé au sol. Elle avait changé, plus silencieuse, plus mesurée, comme si la vie lui avait enfin enseigné quelque chose qu'elle avait ignoré avant. Je l'ai croisée une fois à l'école. Nous avons parlé comme deux personnes qui partagent un passé sans désir de retour. Elle m'a regardé et m'a dit que je semblais fort. Pas une force agressive, mais stable. Je l'ai remerciée et j'ai compris qu'elle avait raison. La vraie force n'est pas bruyante. Elle est constante. Ce soir-là, j'ai compris la vérité finale. Je n'ai pas perdu un mariage. J'ai dépassé une version de moi, même, prête à accepter le manque de respect par confort.
Et cette prise de conscience m'a apporté une clôture sans excuse. L'histoire ne se termine ni par une victoire, ni par un regret. Elle se termine par une compréhension nette. Ma vie ne s'est pas effondrée quand mon mariage s'est terminé. Elle s'est réorganisée autour de l'honnêteté. Mon fils a grandi en voyant deux adultes choisir le calme plutôt que le chaos. Et c'est peut-être le plus grand cadeau que nous lui ayons fait. J'ai appris que la loyauté ne se prouve pas dans les grands discours, mais dans les décisions silencieuses quand personne ne regarde. Et une fois cette ligne franchie, aucune excuse ne peut la redessiner. Je ne porte pas la colère. Elle est trop lourde. Je porte la clarté. Quand on me demande si je ferais quelque chose différemment, la réponse est non, parce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait au moment où ça comptait. J'ai choisi la dignité plutôt que le déni, la paix plutôt que le spectacle, le respect de moi-même plutôt que la peur d'être seul. Je n'ai ni gagné ni perdu. J'ai avancé. Et ça s'est arrêté là. Net, sans retour, sans appel.